Merci à tous et à toutes d'être venus et bienvenue pour cette table ronde intitulée Transport d'un futur probable. Après avoir passé le week-end d'arrivée d'Hyperespace, de DeLorean, de Starfleet, qui nous emmène là où nul n'est jamais allé, nous on est là un petit peu pour casser l'ambiance et se dire que ces futurs-là, on a de plus en plus de mal à les imaginer. Non pas qu'on veuille renoncer à nos rêves, mais on a un peu conscience de l'addition qui nous attend à la sortie et du fait que pour aller au bout de nos rêves, on risque de manquer de carburant. Alors comment est-ce qu'on se déplacera dans un futur plus probable que cela ? Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui, se demander à quoi ressemblera ce futur sans pétrole pour nos voitures, sans kérosène pour nos avions, mais qui n'est pas pour autant forcément un futur pessimiste, on va en parler. C'est peut-être même un futur qu'on est quelques-uns et quelques-unes ici à appeler de nos vœux aussi intensément que les plus lointaines des galaxies. Et parmi ces quelques-uns, nous avons aujourd'hui Francesco Verso, une voix majeure de la science-fiction italienne, mais aussi de la science-fiction mondiale, via Future Fiction, sa maison d'édition qui, depuis un certain temps, s'emploie à traduire et diffuser des textes de science-fiction de tous les continents, et une voix en particulier du solarpunk, un terme qu'on va définir dans quelques minutes, qu'on entend nettement dans sa duologie, dont le premier tome, Les Itinérants, vient de paraître chez Mnemos. Avec lui, Hugo Bellagamba, lui-même auteur de science-fiction, sera ici en qualité de son traducteur et préfacier. Nous avons également Plume, blogueur et enseignant sur le logiciel libre et auteur de Bikepunk, qui est ici présenté. Et enfin, Elio Possoz, auteur d'une utopie intitulée Les mains vides, qui vient de paraître à la Volte. Chez Francesco, on marche à pied, avec des conditions sur lesquelles on reviendra. Et chez Plume et Elio, on prend le vélo. Mais avant de parler de marche et de vélo, j'ai voulu prendre quelques minutes pour définir un certain nombre des mots qu'on va utiliser parce que j'avais à cœur que tout le monde se sente bienvenu ici et que notre propos soit clair. J'ai parlé à l'instant de solarpunk et je pense que ça vaut le coup qu'on se mette tous d'accord. So, Francesco, can you tell us in a few words what solarpunk really is? Okay, well, first of all, thank you for inviting me. It's the third time I come to Bordeaux, and it's always a very nice experience. I hope to come back more and more. So, to answer your question, do you remember the opening scene of Blade Runner? It says Los Angeles 2019. That future is already our past. Cyberpunk is already our mainstream narrative. So it doesn't capture the future anymore. Where can we find another future? Solarpunk is a way to build exit strategies outside of dystopia, outside that kind of polluted, centralized, dark, nihilistic, cynical sort of future that the corporations have imposed on a lot of people. So it's a cry from the South, the global South, to try to change the future with the things we have here now and include marginalized voices, include futures that have been completely neglected into the global conversation, and give communities the ability to develop their own innovation. So it touches upon agriculture, manufacturing, design. It touches upon the way we perceive the future, because the future that we speak is the future that we build. So if we continue to indulge in dystopias, we will live in dystopias. And so it requires a little switch into building more cooperative, optimistic, and living competition and living this individualism a little bit to the side. Alors, oui, pardon.
vais mettre le micro. Enfin, je pense que vous m'entendez, mais donc d'abord, c'est la troisième fois qu'il vient à Bordeaux. Il est ravi. Il espère qu'il viendra de très nombreuses fois dans l'avenir. Vous vous rappelez tous la scène d'ouverture de Blade Runner, Los Angeles 2019. Ce monde donc sombre, cynique, ultra compétitif, complètement pollué et finalement très fermé est derrière nous. Donc Blade Runner, c'est du passé. Et ce qu'il propose, en fait, Francesco, avec le Solarpunk, c'est une rupture radicale dans notre façon de concevoir le futur. Et la première chose que nous devons faire, nous dit-il, c'est d'abandonner, voilà, tous les tropes, tous les modèles de la science-fiction dystopique, dépressive, fermée, etc. L'idée, c'est de construire un futur alternative fondée sur la coopération, la responsabilité énergétique, la sobriété, le partage des ressources. Et c'est ça qu'on appelle le solarpunk. Mais aussi le solarpunk, c'est une façon aussi de penser le futur à partir d'autres points de repère que notre propre expérience occidentale. Notamment tous les pays du Sud, tous les pays de ce que jadis on appelait les pays du tiers-monde ou les pays qui étaient non occidentaux, ont des futurs alternatifs à proposer. Et le solarpunk, c'est aussi se nourrir de toutes ces alternatives culturelles pour penser le futur autrement. Et donc c'est ce qu'il propose en fait avec le solarpunk, c'est un changement de paradigme, un changement complet. Et en plus, puisque vous êtes là et que nous sommes là, c'est déjà le présent. En fait, le solarpunk, ça n'est pas le futur, c'est ce que nous faisons maintenant au présent pour ne pas avoir ces futurs dystopiques dont la science-fiction nous a trop longtemps pollué l'esprit ou en tout cas rempli la tête. I couldn't say better than that. Cette question de comment on fait advenir le futur en pensant déjà le présent, elle se retrouve aussi dans un thème qui dépasse la littérature et la fiction, qui est le questionnement sur le low-tech. Francesco a parlé de comment nous fabriquons nos objets, et donc cette question du low-tech, elle nous occupe bien au-delà de nos frontières littéraires. Et il se trouve que Plume a également écrit un petit manifeste low-tech, donc peut-être qu'il peut nous en dire quelques mots pour qu'on se mette d'accord sur ce dont il s'agit. Oui, alors effectivement, en fait, par exemple dans Bikepunk, dans mon livre, le principe, au contraire, c'est pas du tout du solarpunk parce qu'il y a une catastrophe claire et nette, où il y a plus d'électricité, et donc les gens utilisent des vélos, utilisent des machines à écrire. Le livre a été écrit sur une machine à écrire, et une des critiques qu'on me fait souvent, c'est donc il y a plus de technologie. Si, le vélo, c'est une technologie très complexe. Une machine à écrire, c'est une des technologies mécaniques les plus complexes. C'est beaucoup plus complexe. C'est 10 fois plus complexe qu'une montre. C'est assez extraordinaire. Donc c'est technologique. Mais on en est arrivé au point où si on n'est pas connecté à Google, c'est pas de la technologie. Ou Google ou Microsoft ou Apple. Ça c'est de la technologie. Le reste c'est plus de la technologie. Et donc avec cette réflexion sur le low-tech, là, je discutais avec un lecteur, justement, qui tape aussi à la machine. Il dit ce qui est magique, il connaissait rien, machine à écrire. Il a racheté une machine à écrire. On lui a dit, elle est cassée. Et tout seul, il a réussi à la réparer. Il avait jamais vu une machine à écrire avant. Et en fait, il a dit, c'était pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est le low-tech? Ça veut dire qu'on peut apprendre la technologie. On peut s'améliorer en utilisant la technologie. Et on ne dépend de personne pour apprendre, pour l'enseigner et pour réparer. Et on peut se débrouiller, on dépend de personne, on peut dépendre on dépend peut-être de manière beaucoup plus locale. Moi je dis par exemple les machines à écrire, j'arrive pas à les réparer, mais heureusement j'ai mon beau-père qui est très bon en mécanique. Mais en fait, je dépends pas d'une corporation comme Francesco disait. Et donc pour moi le low-tech c'est quoi? Le low-tech c'est pas une technologie moins bonne, c'est une technologie qu'on peut apprendre, donc qui entraîne une certaine forme de moindre complexification quand même, et une technologie qui nous rend indépendants, qui nous sert nous, qui nous rend indépendants au lieu de nous rendre dépendants des fournisseurs de la technologie. Donc c'est ça que j'essaye de proposer comme définition du low-tech. Et on voit bien que low-tech et solarpunk déjà on voit convergent vers un même idéal entre guillemets. Oui, il s'agit pas de superposer strictement les deux définitions et d'affirmer une équivalence qui serait pas véritable, mais c'est vrai qu'on a des points de croisement et on a aussi des points de croisement avec un troisième concept qui est le concept de l'utopie, nous ici on a l'habitude qu'on nous traite de doux rêveurs et d'idéalistes forcenés en nous disant mais enfin c'est vraiment une utopie. Oui, très bien. Alors c'est quoi une utopie, Elio?
Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer d'aller vite. L'utopie, basiquement, c'est la peinture, la description d'un monde meilleur, donc d'un monde bon, où globalement les choses se passent bien. Donc, la différence de la dystopie dont a un peu parlé Francesco, qui est un monde où tout va mal. Voilà, pour aller très très vite. Je pourrais préciser qu'en général, l'utopie fonctionne de manière double. C'est que vu qu'elle décrit un monde qui est bon, où les choses vont bien, ça sert aussi à montrer toute l'absurdité de la façon dont notre monde actuel fonctionne. Et déjà, chez Thomas More, le premier auteur recensé d'Utopie, qui a écrit l'Utopie, il y a toute une première partie où il décrit vraiment l'absurdité de l'Angleterre du XVIe siècle, à quel point la façon de faire n'a ni queue ni tête. Et en décrivant une société voilà, où les gens sont heureux, où les gens sont égaux, où les gens sont libres, bah, ça montre à quel point le monde dans lequel est écrit le texte est rempli d'inégalités, d'injustices et d'atteintes aux libertés. Donc, on va parler de futur et on va parler de présent en permanence ici. Et on va en parler, même si on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'en parler pas trop vite. Parce que quand on envisage des futurs low-tech, à pied ou en vélo, on ralentit, on décélère. Les 3 romans qui nous sont présentés aujourd'hui, ce sont des romans où le rythme décélère. Chez Elio, le personnage principal, enfourche son vélo pour une virée entre communautés dans le merveilleux et vaste Horizome. Vélo qui est plus ou moins fonctionnel et plus ou moins accepté au cours du récit, on va dire. Chez Plume, on prend aussi son vélo qui est pratiqué par une minorité et pour laquelle il constitue une porte d'échappatoire dans une communauté parfois un peu étouffante et où il est en mode de déplacement, mais on l'a dit aussi de curiosité mécanique à part entière. Chez Francesco, on marche grâce à l'irruption d'une technologie, les nanites, dans la vie des personnages, qui les libère de certains besoins, notamment de manger, et qui les lance sur les routes d'un mode de vie nomade et marginal. La question que je voudrais commencer par vous poser à tous les 3, dans l'ordre que vous voulez, c'est qu'est-ce que ça change en premier quand on voyage lentement? Est-ce que ça change les personnages, la société, la narration elle-même? Quelle est la première chose qui change si on voyage pas vite? Moi, j'ai une réponse très claire. Le livre est inspiré de mes propres voyages à vélo avec Thierry Crouzet, qui est lui-même écrivain, qui a écrit là-dessus. C'est à quel point, en fait, on peut explorer un petit territoire toute sa vie. Un petit, même je parle de dizaines ou même une centaine de kilomètres, et on peut le découvrir, le redécouvrir, retrouver des chemins qu'on ne connaissait pas, et que chaque sentier qu'on croit connaître, on le retrouve après 6 mois, il est complètement différent, on voit évoluer, et donc en fait, ce qui m'a marqué en circulant, en faisant ces voyages à vélo, c'est qu'il n'y a plus le besoin d'aller absolument voir en Australie, absolument voir le Grand Canyon, parce que ce qu'on a près de soi, en fait, est passionnant et complètement inconnu. On parle à des gens, à nos voisins parfois, qui ne connaissent pas des chemins qui sont à 3 kilomètres, qui sont étonnés qu'on puisse aller à pied de tel point à tel point. Et donc, rien que ça, en fait, cette conquête du territoire, et ce que je dis, pour moi, ma théorie, c'est que la voiture, c'est une machine à se déplacer, et donc on rentre dans sa voiture et on ne voit qu'une autoroute pendant 100, 200, 1000 kilomètres, et puis on apparaît à un autre endroit, on ne sait pas ce qu'on a traversé, alors que quand on part à sa pied ou même à vélo, c'est un rythme extraordinaire. Ivan Illich a beaucoup parlé du vélo, c'est que on découvre le territoire qui change progressivement, on s'en rend pas compte, et puis à un moment on dit mais je suis ailleurs là, j'ai passé une frontière, mais j'ai pas trouvé la frontière, et donc on retrouve une continuité du territoire, et donc une humanité du territoire, je pense. Que les modes de déplacement très rapides nous ont fait perdre et nous font transporter du point A au point B sans voir le territoire. Et c'est vrai que dans Bike Punk, on sent que le vélo est un moyen pour les personnages de se réhumaniser et de réclamer leur propre humanité à mains égales. How about you, Francesco? What changes first if you travel slowly? Yes, I would like to take the same sort of metaphor to draw a parallel between reading a book and walking, watching TV and going on a car, and playing video game and going on an airplane.
Donc il reprend le même parallèle que Plume à l'instant, il fait un parallèle avec la lecture. Donc lire un livre, c'est comme marcher. Regarder un film à la télé, c'est comme prendre la voiture. Et jouer à des jeux vidéo, c'est comme prendre l'avion. So there's a kind of correlation. The faster we go, and the more, of course, we go farther, but we lose some dimensions in the perception of reality. Donc évidemment, plus on va vite, plus on va loin, mais on perd de la richesse, de la texture, de la complexité de notre réalité, exactement comme tu le disais. Effectivement. And also the senses that are activated according to different media are completely different. So we lose autonomy and independence in this process. Of course, we go farther. So it is about also achieving some things that we couldn't without that sort of technologies. Et en fait, plus on va vite, plus on est dépendant en fait du média qu'on utilise pour aller le plus loin et le plus vite, et moins on perçoit bien l'environnement. Alors que si on ralentit, nos différents sens, c'est ce que disait aussi Plume tout à l'heure, sont sollicités et on perçoit mieux la réalité qui nous entoure. And in just 1 century, we go from riding a horse to taking a train to driving a car, flying a plane, and go on the space shuttle. So this is the century of speed, but we're now entering the century of acceleration with the development of artificial intelligence. And so the media, according to this parallel, the book, the TV, the video game, and now we will have probably AI driven all our experiences, is posing a very big question mark about how our neural system will reply, will adapt to these changes. Donc le XXe siècle, c'était le siècle de la vitesse. On est allé en un siècle, on est passé pratiquement de la vitesse du cheval ou de la marche à la vitesse de l'avion ou de la navette spatiale, littéralement. Alors que le XXIe siècle qui a commencé, c'est pire encore. C'est pire encore, c'est le siècle de l'accélération. Non seulement on va vite, mais on accélère encore plus avec l'accélération technologique, l'intelligence artificielle, etc. Et ça pose un problème de l'adaptation de notre système neurologique, de notre fonctionnement cérébral à cette accélération et qui finalement, comme il dit, nous prive de notre liberté, nous met dans la dépendance, presque dans le devoir de l'adopter. So we have to be very careful because I think that the best condition would be to use all these means, not to just give up the walking or give up completely the flight. We have to be aware that with every mean that we use, there is a compromise that we have to pay for that. But we should have a mix of all these experiences so that our brain use all the parts of the neural system connected to that. Je pense que vous l'avez déjà plus ou moins intuité. L'idée, c'est pas de ralentir dogmatiquement, c'est pas de tout abandonner, c'est pas de renoncer aux moyens de transport les plus rapides. C'est de trouver la juste utilisation de chacun d'eux. C'est-à-dire trouver du temps pour la marche, du temps pour le vélo, quand c'est nécessaire, ne pas forcément abandonner complètement les moyens de transport rapides et faire en sorte que notre plasticité cérébrale se retrouve en fait, qu'on soit pas condamné à toujours utiliser le même moyen de transport. Oui, en entendant, je me dis, on peut se poser la question, est-ce que c'est le moyen de transport qui change les hommes ou les hommes qui changent le moyen de transport? On se dit qu'on a changé de moyen de transport, mais on a été changé. We've changed modes of transportation, but we have been changed by our means of transportation. C'est le cas avec toutes les technologies. C'est que l'homme fait la technologie et la technologie fait l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Et les études neurologiques semblent montrer que la lecture, par exemple, est le seul média qui active réellement le cerveau comme s'il vivait. Alors que quand on regarde un film, on est spectateur. Alors que quand on lit un livre, on se rend compte que si le personnage fait du vélo, les neurones du vélo vont vraiment s'activer. Pas les muscles, malheureusement. Ça, et pour toi, alors, Elio, qu'est-ce que ça a changé de voyager plus lentement? Alors d'abord, je dois dire que je suis un imposteur car je ne fais quasiment pas de vélo. Je connais des gens qui font du vélo, je me suis documenté sur le vélo.
Et moi, je pense qu'en fait, il faut, enfin, en écrivant, j'ai écrit un voyage à vélo parce que j'ai écrit une société sans pétrole. En fait, je suis plutôt parti de quoi le vélo est-il la conséquence. En fait, on vit dans une société de la vitesse parce que nous vivons dans une société capitaliste. Il faut le dire, et que le capitalisme veut de la productivité, une production maximale de ressources et de richesses. Et du coup, il utilise les technologies à sa disposition, qui sont des technologies du coup de la vitesse. Et il utilise surtout de la main-d'œuvre, du travail humain qui doit travailler de 8h à 17h tous les jours du lundi au vendredi dans les sociétés comme la France, et en laissant un peu de loisir aux braves travailleuses qui l'utilisent. Et du coup, ça incite, même dans les loisirs, à utiliser de la vitesse pour pouvoir jouir au maximum des petits temps de loisirs et de vacances dont nous disposons, que ce soit le week-end du samedi au dimanche. Donc là, on peut pas faire Paris-Bordeaux aller-retour à vélo entre le samedi et le dimanche, ou alors vraiment vous êtes un très bon cycliste et vous faites pas grand-chose d'autre. Et donc, du coup, pour pouvoir abandonner le pétrole, qui est l'autre composante fondamentale du capitalisme depuis le 19e siècle, enfin, du 20e, on va dire, pour abandonner le pétrole, qui est une ressource par définition mortifère, qui nous prive de tout futur si on la pousse jusqu'au bout de sa logique. Si on abandonne le pétrole, et ben, du coup, on doit abandonner la vitesse. Et si on abandonne la vitesse, du coup, on doit abandonner le capitalisme. Enfin, là, je vais très très vite. Et donc, on en arrive à l'univers des mains vides où on n'a plus de pétrole, où on est sorti du capitalisme, on est sorti de la course à la productivité maximale. On a à nouveau du temps libre dont nous pouvons disposer, ou en tout cas que nous pouvons autogérer de manière collective pour savoir ce qu'on en fait. Et vu que les humains sont libres, ils peuvent décider à un moment de prendre le vélo pour voyager, aller voir des gens, changer d'endroit, aller à la mine qui est un peu plus loin que le village d'origine. Enfin bref, voilà, on peut faire plein de choses. Mais du coup, il faut avoir changé le modèle de société pour pouvoir avoir intégré la lenteur comme norme nouvelle par rapport à la vitesse qui est la norme du capitalisme à base pétrole. Alors tu réponds par avance à la question que j'allais poser ensuite, qui est qu'est-ce qui est venu en premier dans le processus créatif? Est-ce que c'est le moyen de transport qu'on avait envie d'explorer, ou est-ce que c'est le monde qu'il permet de faire advenir? I can do. What came first? Was it the idea of walking, or was it the world that you wanted to build? Which one was first? Elio kind of answered that already. Donc pour toi, la société est venue en premier, et le vélo n'en est que la conséquence logique. Pour Plume et pour Francesco, alors. The idea of this book came from I was part of the transhumanist group of philosophers and thinkers, and I witnessed the split between the left and the right, and I was very left, and I left because they were going right. So the idea of this book came on a train where I wanted to. Somebody said nanites for all. Nanites are the nanotechnological, these little engines of transformation that are able to assemble matter. Alors, il a participé au débat sur le transhumanisme, donc sur la réflexion, comment la technologie allait changer les êtres humains, et il a été témoin de la césure, de la division entre les transhumanistes qui partaient vers la droite et les transhumanistes qui voulaient aller vers la gauche. Donc il a fait un joli jeu de mots sur left and I left, c'est-à-dire lui il allait vers la gauche et comme la majorité allait vers la droite, il a quitté le groupe et il n'a plus voulu participer au transhumanisme. En revanche, il a gardé l'idée de cette technologie, la nanotechnologie, dans ce qu'il appelle dans le roman les itinérants, les nanites, qui peuvent changer, qui peuvent agir à l'état fondamental de la matière, à l'échelle moléculaire en fait. Et il a voulu quand même, tout en étant contre l'évolution du transhumanisme, garder ce rapport à la technologie pour voir ce que les nanites pouvaient apporter en termes de changement de type solarpunk, en tout cas positif. So this idea was that these nanomachines would have been open source and would have been connected to our to our DNA. Meaning that we can self-direct the evolution.
in a much faster way. Evolution is very slow, it takes generation after generation. But if we can decide which trait, which ability we want to improve and augment, what would we choose? And if it was depending from us, what would we do? So the idea is that these people do not need to eat 3 or 2 times a day, but they can eat once a month. And how would our life change? Alors ça c'est la partie du roman que je préfère, c'est pour ça, bon, j'y reviendrai. Donc qu'est-ce que serait notre monde si la nanotechnologie était open source? C'est-à-dire si ces nanomachines finalement étaient à notre disposition comme des logiciels open source que nous pourrions finalement orienter ou mettre à notre service, mais chacun à sa façon. C'est-à-dire choisir les types de capacités, les types de changements en nous, dans nos corps, que chacun puisse en les adaptant finalement à ses propres besoins. Et dans le roman, les itinérants, donc notamment ces nanomachines, donc open source qu'on peut contrôler finalement. On n'est pas soumis à une grande société qui les contrôlerait. Par exemple, peuvent permettre de ne manger qu'une fois par mois. C'est-à-dire au lieu de manger tous les jours et d'être soumis à une sorte de consommation de nourriture toujours plus grande, comme d'ailleurs on nous incite souvent à le faire encore aujourd'hui, eh bien la question de la nourriture serait réglée, et la question de la nutrition serait réglée, et donc on ne mangerait qu'une fois par mois, et bien sûr ça aurait un impact sur nos vies quotidiennes. But of course, I come from Italy, and I cannot remove the restaurants from Rome. And so I turned the restaurants into perfumeries. So I made the food not material. It's just the perfume that remains. And so the people gather and they, exchange like nargile, like they are smelling or sniffing these smart fumes. And it's an interesting experience. We just been to La Cité du Vin, and we have experienced and smell all these different flavors that were there. And I had the real experience of how it would be to be in one of these perfumeries. So it was very cool. Alors vous avez déjà compris en grande partie, moi ça m'a beaucoup amusé parce que les Italiens qui renoncent à manger, c'était un truc fou quoi. Alors les Français, alors qu'un point la nourriture italienne est quand même comme la nourriture française. Donc l'idée c'est que s'il y a plus besoin de nutrition, ou en tout cas que le problème de la nutrition est réglé, qu'est-ce qu'il reste? Le plaisir, alors gustatif ou en tout cas olfactif. Et donc les restaurants de Rome deviennent des parfumeries où on peut expérimenter avec des narguilés qu'on se partage, de véritables menus parfumés de toutes les saveurs qu'on peut imaginer. Et donc ça reste très hédoniste, évidemment très épicurien aussi. Et c'est ce qu'il a voulu montrer, c'est-à-dire que là, si on s'abstrait du problème, je dirais, nutritif à proprement parler, si chacun a les nutriments dont il a besoin grâce à ces nanites open source, eh bien reste plus que le plaisir, finalement l'esthétisme absolu, le plaisir de partager des repas, parce qu'effectivement dans ces parfumeries, on y va pour partager des senteurs ensemble. I just want there is then a problem because in the cities, most of the food that we eat is processed. And if you turn around any kind of label on the food, you will see names that you cannot recognize. The food is not natural anymore. And so the idea is that if we have to eat this industrial processed food, it's better to give up completely and gain the autonomy and independency that you could have by a moléculaire. And you know exactly what will enter your body. Oui, alors c'est aussi un combat sur la lutte contre la nourriture, la junk food ou la nourriture ultra industrialisée, ultra transformée. Quand vous prenez n'importe quel aujourd'hui plat industriel ou quand vous retournez l'étiquette, vous voyez toutes les molécules chimiques, toutes les transformations qu'a subi la matière première, la nourriture. Et donc l'idée de Francesco, c'est abandonnons ça complètement, et au moins ne donnons plus à notre corps, au-delà du plaisir olfactif ou gustatif, qui est le même, n'absorbons plus de molécules transformées qui nous rendent malades ou peuvent éventuellement, pire encore, altérer l'équilibre de nos corps.
Moi, j'aimerais rebondir sur l'utilisation du mot open source parce que c'est mon dada, hein, donc j'apprécie énormément. Et on avait parlé de low tech, et pour moi l'open source c'est la preuve justement de low tech, c'est pas quelque chose de moins technologique. L'open source pour moi est low tech parce qu'on peut se l'approprier exactement comme ce qui est raconté ici. Et l'exemple que j'ai moi dans le logiciel, c'est aujourd'hui avec un smartphone connecté à Google, tous les smartphones que vous achetez sont connectés à Google, c'est très difficile de ne pas en avoir. Mais en fait, on est dans la junk food ultra processée. Et donc, on est une génération, par exemple, qui ne peut plus apprendre le logiciel parce qu'il y a tellement de couches de complexité qui se mettent. Il y a tellement de barrières qui empêchent. On n'a pas le droit d'installer ce qu'on veut. On est obligé d'obéir aux règles. On ne peut pas apprendre. Et de toute façon, même en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas apprendre parce qu'il y a une mise à jour tous les mois qui va tout changer. Ces mises à jour sont pas juste là pour faire des vraies mises à jour. C'est aussi une manière d'empêcher de s'approprier complètement l'outil. C'est de vous rendre dépendant, parce qu'à chaque mise à jour, eh ben, tout est refait. Et maintenant, avec ce qu'on a appelé le cloud, eh ben, le cloud, vous n'êtes même plus, vous êtes dépendant des autres juste pour accéder à vos propres données. Et donc là, moi, je fais le parallèle. Lui, il parle de la nourriture, moi, je parle du logiciel. On est exactement la même chose. Et alors, on me dit, oui, mais l'open source, c'est difficile. Non, c'est difficile parce qu'il faut apprendre. Et on nous a vendu un monde dans lequel il faut rien apprendre. Et en fait, je pense que c'est un peu le côté aussi de ton utopie, mais il faut réapprendre. Il faut réapprendre à apprendre. Alors il faut réapprendre à se déplacer. Il faut réapprendre à manger de la nourriture réelle. Il faut réapprendre à fabriquer sa nourriture. Il faut réapprendre à utiliser. Quand on utilise une technologie, il faut réapprendre à apprendre la technologie. On ne dit pas, genre, oui, mais t'inquiète pas, voilà, on te donne un énorme robot pour planter un clou, tu dois rien apprendre, t'appuies sur un bouton, mais tu payes juste un abonnement par an et le robot prend toute ta place dans la maison et il filme tout ce que tu fais, il envoie toutes les données à quelqu'un d'autre et ça coûte $100 par mois, mais au moins tu dois pas apprendre à utiliser un marteau. Mais tout le débat, je pense, que ce soit dans la version utopique ou dans les versions dystopiques, c'est dire, mais si on devait réapprendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vrai que quand on parle de transport décroissant, de vélo ou de marche, on voit parfois en premier la contrainte que ça représente. Je m'inclus dans ce on. Moi aussi, je me dis que oui, mais des fois il pleut et des fois j'ai mal aux pieds. Alors qu'en réalité, c'est des littératures qui nous permettent aussi de dépasser ce réflexe initial et se demander de quoi ça nous libère. Alors, tu as un peu répondu, mais je voudrais bien, Elio, que tu développes de quoi ça nous libère quand on se débarrasse de tout ça. Oh, bah, ça nous libère de vraiment beaucoup de choses. Bah, j'en ai un peu parlé, donc ça nous libère du capitalisme, on va redire le mot. Oui, de quoi ça nous libère individuellement et socialement? Bah, donc ça peut nous libérer d'un travail subi qu'on ne gère pas nous-mêmes, sur lequel on n'a pas prise. Ça nous libère en fait de plein de contraintes temporelles. Ça nous rajoute des contraintes. Enfin, moi, je suis pas du tout dans l'utopie de ça va être super, il y aura aucune contrainte. Enfin, il y a des contraintes. Enfin, et nous sommes débarrassés de plein de contraintes actuellement grâce à la technologie, grâce au pétrole. Mais en fait, c'est juste qu'on a déplacé les contraintes sur d'autres personnes qui sont au fond des mines et qui s'assurent que nous, on vive dans le confort. Mais bon, comme j'ai pas envie d'imaginer une utopie où il y a des gens au fond des mines qui bossent pour mes personnages gratos, enfin, tout le temps, toute leur vie. Bon, mes personnages, ils ont des contraintes que nous on n'a pas. Bon, c'est comme ça, quoi. Bon, il pleut, bon, on prend le vélo quand même, mais c'est pas grave. Il y a pire, quoi. Et puis, c'est l'idée que de toute façon, une contrainte qui est universellement partagée et qui est acceptée parce que de toute façon on peut pas faire autrement, c'est moins une contrainte, c'est plus vraiment une contrainte, qu'on l'aperçoit plus comme une contrainte, on l'aperçoit comme quelque chose de normal. Il y a plein de choses qu'on perçoit comme normales, et je pense que des regards extérieurs diront mais ils vivent dans une contrainte absurde, et là hop, on peut rembrayer sur le travail. Sinon mes personnages, je pense qu'ils vivent très bien, et elles vivent très bien, parce que justement ils peuvent décider de leur temps, et décider de... le vélo, on peut faire une pause, quand on a envie de faire une pause, on fait une pause. C'est vrai, c'est un truc qui m'a frappé par rapport à la voiture, c'est que le vélo aussi, on peut prendre un mauvais chemin, s'arrêter, faire demi-tour, alors que faire demi-tour avec une voiture, quand on est sur une route ou une autoroute, on a raté la sortie, c'est un stress. Et en fait,
pour moi, c'est ça, c'est se libérer du stress. Je dois dire que pour avoir lu non seulement Bypunk, mais la postface qui retrace un peu la jeunesse du roman, on sent que la voiture, c'est pas vu comme un instrument de liberté pour toi. Hein. Mais moi j'ai peut-être une relation particulière à la voiture. Mais une petite parabole, je sais pas si je l'ai publié ou pas, mais j'avais écrit ça à un moment. C'était pour rapport au développement logiciel, parce qu'il y en avait qui me disaient que l'open source c'était plus difficile. Et j'avais juste écrit, voilà, tu rentres dans ta voiture, tu mets le contact. Mise à jour du logiciel de la voiture, t'attends, tu fais ta mise à jour, tu dois passer, il n'y a plus assez d'essence, je vais prendre le chargement d'essence, puis je passe, zut, il y a des travaux, mais heureusement j'ai l'itinéraire alternatif, j'arrive à l'itinéraire alternatif, et puis il y a un embouteillage, je m'énerve, j'arrive à destination, là il faut se garer, je gare, et j'ai un rappel sur mon téléphone que je dois payer l'assurance de la voiture, et puis je gare la voiture, je sors sur le parking, je retrouve les amis, et je vois les amis qui sont arrivés à pied par le chemin, et je dis, mais vous êtes fous quoi, vous êtes arrivés à pied, il pleut. Comment est-ce que vous avez fait ça? Et en fait, les gens, et la différence, c'est que ceux qui sont arrivés à pied, ils sont arrivés pour des petits trajets 10 minutes plus tard, mais ils ont le sourire. Et donc, en fait, parfois, c'est le côté, on se rend pas compte, on croit qu'on se facilite la vie, mais on se complexifie. Alors, on en parlait beaucoup là avec mon épouse, on est en train de construire notre maison, et on a compté le nombre d'appes qu'on nous a proposées. Je veux dire que, par exemple, le plombier nous a proposé une app pour pouvoir tirer la chasse des toilettes sur le smartphone. Mais c'est quand même plus facile. Et j'ai du mal à imaginer le cas où c'est plus facile de sortir mon smartphone, d'aller chercher l'application pour tirer la chasse, que juste d'appuyer sur le bouton. Oui. Zut, Internet ne marche pas. Oui, désolé, Internet ne marche pas, on peut plus tirer la chasse pendant 2 jours. Et quand on discute, les gens nous regardent, mais si, c'est vraiment plus facile. Et en fait, c'est tout ce côté, on accepte une hyper complexification parce que le marketing nous prétend que c'est plus facile. Et donc, déjà se sortir de la tête, déjà prendre qu'est-ce qui est réellement plus facile et plus difficile. Est-ce que c'est réellement plus facile d'avoir une app pour tout? Est-ce que c'est déjà être honnête par rapport à ça, ça fait déjà un tri. Et puis après, ok, c'est un petit peu plus facile, mais quel est le coût? Et ça, c'est la définition du minimalisme de Cal Newport. C'est le minimalisme, c'est pas renoncer à tout, c'est pour chaque choix essayer de dire mais qu'est-ce que ça me coûte vraiment? Et par exemple, on dit Facebook, ça me coûte rien, c'est gratuit. Non mais ça coûte un temps fou. Ça coûte une attention pour des choses que j'avais peut-être pas envie de voir. Ça coûte du fait que je suis espionné. Ça coûte du fait qu'on m'envahit de publicité. Ça a un coût. Alors peut-être que pour vous, ce coût-là, il est rentabilisé par votre utilisation. Et ça, c'est chaque humain en son âme et conscience qui doit faire sa balance. Ça c'est rentable pour moi. Et si c'est pas rentable, comment est-ce que je peux essayer de faire pencher la balance en ma faveur? Mais c'est pour toute technologie, c'est revenir à tout à un coup. Il n'y a rien de gratuit. Et donc, comment est-ce que on rebalance un peu tout? Alors, ces futurs dont on a parlé, on s'appelle table ronde, transport d'un futur probable. Le futur que vous avez imaginé, est-ce qu'il vous paraît probable, souhaitable, applicable? So, do you think the world you've created is probable? Do we wish for it to happen? Can it happen? Okay. It is plausible. I, of course, wanted to introduce a technology that is very provocative, because through the metaphor of a possible change, we see how we live. I believe that we understand how things are made when we break them, so that we understand the forces that keep them together. Alors, le monde qu'il a créé dans les itinérants lui semble plausible, mais c'est aussi évidemment pour provoquer une réaction de la part des lecteurs, de vous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ce sera comme ça demain, mais en tout cas, la plausibilité apparente du récit, elle est là aussi pour provoquer et pour questionner la capacité de changer de modèle véritablement. Comme il dit, on ne comprend le fonctionnement des choses que lorsqu'on les casse véritablement. Et l'idée, c'est de casser ce modèle de société, d'accélération dont nous avons hérité. And I wanted to cope the nanites with the development of 3D printers, which I think would be very interesting, and they would probably come. I have been working for 10 years in IBM,
And the boss of IBM said many years ago, "Oh, we have the mainframe, the big computers. There will never be a home computer. People will not use it. They will not see it, any need for that. And now we have more processing power in our pockets than the lunar model that went on space." Alors, il fait le parallèle entre donc les nanotechnologies et les imprimantes 3D qui sont en train de peut-être pas encore de se démocratiser, mais en tout cas qui deviennent très fréquentes et qui sont de plus en plus utilisées. Et donc, il insiste sur le fait que la vision qu'on a d'un changement technologique est souvent fausse. Par exemple, il a travaillé chez IBM et alors je sais pas le nom, mais le grand directeur d'IBM, il y a des années, pensait que l'ordinateur individuel, l'ordinateur finalement personnel, ne se développerait pas, et qu'on aurait simplement de grands ordinateurs qui serviraient à résoudre de grands problèmes. Et en fait, il n'avait pas vu venir le fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quel téléphone portable que vous avez avec vous et que vous êtes peut-être en train d'utiliser, il y a plus de technologie et plus de miniaturisation qu'il y avait dans le module lunaire d'Apollo. And so I believe that 3D printers could be implemented on many different levels. On a public level, I imagine, for example, there is a public matter maker that communities, condos can use. If your chair breaks, you repair it. You don't have to buy another one, but you just scan and 3D print the things you need. And that goes deeper into each and every house, so that we could develop a peer-to-peer economy. If my friend Ugo knows to make shoes and I know how to make t-shirts, we exchange the formula and we don't pass through a shop anymore. And so there could be a market for skills, for things that you can do. And that goes together with the development of artigianato, which in Italy, it is developing also in this digital manner. And we have a growing community of makers and a lot of maker fairs where 3D printers are the main object of. Oui, alors l'alternative, ce serait de penser un monde où les imprimantes 3D seraient d'intérêt général, d'intérêt public. On pourrait les trouver à l'échelle des communes, à l'échelle des municipalités, à l'échelle même des copropriétés. Les propriétaires ou les membres d'une communauté pourraient se mettre d'accord pour partager le temps d'usage de ces imprimantes 3D, afin par exemple de réparer une chaise qui se serait cassée, une tuyauterie ou n'importe quel objet dont on aurait besoin dans un appartement. Du coup, il y aurait une décommercialisation, en fait, c'est-à-dire que au lieu de payer des objets, on utiliserait plutôt les talents de tout un chacun. Il parle de marché des talents, market skills, de marché des talents, c'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un sait faire des chaussures, eh bien, il va les faire pour toute la communauté. Si quelqu'un sait faire des t-shirts, il va offrir ses compétences et savoir bien se servir de l'imprimante 3D. C'est pas simplement faire imprimer des choses, c'est les faire imprimer avec de l'art, avec des talents, c'est-à-dire proposer à la communauté sa capacité esthétique et artistique, et au-delà simplement de l'utilité même de l'objet. Je voudrais juste dire que j'ai un roman qui s'appelle Printer qui parle exactement de ça, mais le problème dans mon roman, c'est que le capitalisme se laisse pas faire. C'est, voilà. Du coup, voilà. Alors, dans Bike Punk, le monde est au prix d'un effondrement, mais bon, il y en a qui me demandent si c'est souhaitable ou pas. Alors, je suis très misanthrope, mais des millions de morts, je le souhaite quand même pas. Donc non, c'est pas du tout souhaitable. Mais c'est une allégorie, voilà, de la catastrophe écologique actuelle. En fait, je pense. Alors, Elliot, tu me diras ce que tu en penses dans l'utopie. Souvent, on a du mal à envisager le moment de la transition parce que justement, ça passe par un coût exorbitant, et donc on imagine souvent un après, parce que si on veut se débarrasser du capitalisme, on est obligé de tout faire exploser, ou à peu près. On sait pas trop comment faire autrement. Mais est-ce que ce monde d'après, pour toi, il est applicable, souhaitable, plausible? Ben moi, j'ai justement voulu éviter le postulat de la catastrophe qui permet de renaître depuis les cendres, et pour faire pousser un monde meilleur, parce que
bah oui, voilà, je ne souhaite pas imaginer un futur où des millions de morts sont nécessaires pour entamer un changement. Moi, mon postulat, c'était de me dire que donc dans notre société actuelle, la trajectoire qu'on prend nous pousse vers un futur qui s'arrête assez net vers la fin du siècle, en gros, que j'avais pas envie de raconter des histoires de fourmis vivant dans les ruines de l'humanité. Donc, je voulais raconter autre chose. Donc, je voulais raconter un moment où il y a eu un changement majeur. Pour moi, ça passe pas du tout par la science dure, la technologie. Je voulais éviter le côté de la technologie magique qui va tout régler. Et pour moi, une utopie, c'est quelque chose de politique. Le changement sera par définition politique. Et donc, je voulais réfléchir en fait au changement institutionnel. Et donc, en fait, je suis parti de ce que je lisais en sciences sociales, en sciences politiques. C'est des choses qui sont là, qui sont testées à droite à gauche. Et j'ai juste imaginé, extrapolé, quoi, en me disant, en fait, on pouvait, en changeant les institutions, de façon de faire société, de faire collectif, on pouvait arriver vers un autre futur. Alors après, bon, désirable ou pas, ça, je laisse chacun se faire un avis en lisant les mains vides, mais disons que je voulais faire une utopie où les choses marchouillent. Je voulais sortir aussi de l'utopie parfaite. C'est pas très intéressant, mais déjà une société qui réussisse à éviter la catastrophe climatique finale et où globalement les gens vivent en paix, en égalité et libre. Voilà. Et puis avec des frictions, des trucs qui vont plus ou moins bien, mais où globalement ça marche. Ça me semblait pas complètement aberrant. Et après, voilà, on dit que les écrivains de science-fiction ne sont pas des prophètes. Je ne suis pas un prophète, mais j'avais envie de tirer des fils et de proposer, une fictionnalisation de choses que j'ai vécues et que j'ai lues et qui, je pense, sont des fils prometteurs à tirer pour sortir de la catastrophe à venir. Oui, tout à fait. On dit toujours, ces écrivains de science-fiction ne parlent pas du futur, ils parlent du présent. Donc c'est important. C'est pas du tout un exercice de se projeter dans le futur. C'est un exercice juste pour raconter une histoire, mais qui parle de ce que nous vivons aujourd'hui, maintenant. Je pense que à peu près tous les écrivains de science-fiction sont d'accord là-dessus. Oui, je me suis amusée avec. C'est un hygiène, je pense, indispensable quand on fait de la SF. On s'amuse avec Futur Probable, et quand on travaille sur le low-tech, on se dit mais tout est déjà là. Quand on travaille sur l'utopie, on se dit mais les instruments pour penser l'utopie, on les a déjà. Ce que disait Francesco, c'est aussi ça. En fait, on a déjà énormément de choses. On n'a pas besoin d'imaginer finalement des révolutions technologiques et des solutions magiques. We've been talking about the future, but we've been talking about the present all along, and everything is already there, it seems, not future. Manger une fois par mois, on a déjà? Parce que je signe. Non. Mais ce que ça nous dit sur notre rapport à la nourriture est finalement déjà là. Avant de me tourner vers la salle et de prendre les questions, j'avais envie de vous demander, puisque nos camarades ont quand même parlé de tout un tas d'autres voyages, vous en faites quoi des autres voyages, de la mystique, du road trip, du space opéra? C'est des choses qui vous intéressent encore ou c'est des choses auxquelles vous renoncez? Quel est votre rapport à ces autres modes de voyage? Do you still enjoy road trips with cars across the USA or space operas across the galaxies? Does it still make us dream? Okay, that's a good question. I think that we need to travel in order to transform our identity. The bad process of gentrification is giving us the illusion of going somewhere. Gosh. The process of gentrification is giving us the illusion of moving without really moving, because if we go to Barcelona or Paris or maybe Shanghai, we find the same shops, more or less. This is a way of stripping us away of the pleasure of traveling. That means putting ourselves in a completely different dimension and see how it feels. On a besoin du voyage pour se transformer. Donc renoncer au voyage, c'est pas une bonne idée non plus.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un processus, alors qu'on appelle aussi en français, la gentrification, qui consiste à finalement faire en sorte que partout où l'on aille, finalement on est au même endroit. En réalité, on a les mêmes, en tout cas dans le modèle occidental du terme, on a les mêmes aisances, les mêmes boutiques, les mêmes sources de joie ou de voilà. Et donc du coup, on n'arrive plus à se transformer puisque même si on se déplace, on arrive toujours au même endroit. Et c'est ça qui est le gros problème à ses yeux, parce qu'il faut aller dans des endroits différents et vivre avec des personnes qui n'ont pas les mêmes rapports au monde, à la réalité, pour pouvoir soi-même se transformer, en tout cas réfléchir à sa propre identité. Je vais juste les faire conclure parce que la séance suivante, est-ce que vous avez, alors pour vous, ça parle encore votre imaginaire? Moi, je rêvais d'être astronaute quand j'étais. Le spatial m'a toujours fasciné, et donc le space opéra me parle toujours, mais différemment. Je pense que le space opéra, c'est quelque chose qui me parle parce que il permet tout le temps aussi de remettre remettre en relation, comment de se rendre compte de la petitesse de l'humanité. Et de remettre en perspective, voilà, c'est le mot. Ouais. De remettre chaque space opéra, c'est pour moi l'occasion de remettre en perspective, mais qui nous sommes. Et je pense que les space opéras modernes le font plutôt bien, c'est que de se rendre compte que à quel point les planètes différentes, même on en rêve, mais même celles qu'on connaît, donc on parlait de la Lune, de Mars, sont horribles pour les humains. Donc pour un explorateur, c'est génial, c'est une nouvelle frontière, c'est comme aller à l'Antarctique faire le tour. Moi j'avais ce rêve, moi j'aime bien me baigner en eau froide, un jour d'aller me baigner dans les eaux de l'Antarctique parce que ce serait génial, mais c'est le côté aventureux. Mais j'aimerais pas vivre en Antarctique, jamais plus d'une semaine en Antarctique. Je crois que la Lune, Mars, c'est pareil, c'est génial pour le côté aventure, mais il faut séparer l'aventure de l'humain qui part à l'aventure pour explorer une frontière de, oui mais l'humanité elle. Et tous les astronautes, sans exception, qui sont partis dans l'espace, ont dit leur rapport qui change, c'est de se rendre compte à quel point la Terre est belle. Parce qu'on ne dit pas, mais dans la Station spatiale internationale, par exemple, ça pue. Les gens puent, ils sont dans une boîte de conserve et on dit jamais tout ça. C'est les belles images. Non, mais c'est pas gai. C'est une aventure et quand on est là-haut, visiblement, de ce que j'ai entendu, la seule chose, on dit mais c'est tout petit là, parce qu'on peut voir la planète d'un seul œil et on dit c'est tout petit, c'est tout fragile et c'est la seule chose qu'on a dans l'espace. Et donc ça, pour moi, le space opéra a toujours ce rôle de nous faire comprendre. On est sur un minuscule vaisseau et il faut en prendre soin du vaisseau. Elio, tu veux finir? Oui, rapidement. C'est vrai que le space opéra, je dois avouer que j'ai un petit faible pour le space op. Alors que je suis pas du tout conquête de Mars, enfin genre là. Allô. La hard SF, c'est pas trop mon truc. Mais le space op, en fait, pour moi, c'est de la fantasy, quoi. C'est genre, on a des planètes, on peut y mettre les sociétés qu'on veut, avec les systèmes politiques qu'on veut, les lois géophysiques qu'on veut. On peut faire de l'anthropologie comme ça et avoir, comme Ursula Le Guin dans le cycle de Heine, la main gauche de la nuit ou les dépossédés, où elle prend une planète et puis elle s'amuse avec et faire ses petites expériences et à montrer d'autres manières de vivre. Et c'est vraiment super pour ça. Je vais me tourner maintenant vers la salle, que vous soyez venu ici à pied, en vélo ou en navette spatiale. Est-ce que vous avez des questions pour l'un ou l'autre de nos auteurs? Est-ce que vous avez envie d'intervenir dans nos débats, de compléter? Alors bonjour, Valérian, merci pour cette... Bref. 2 questions rapides, vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre. J'ai lu Les itinérants et Les mains vides, et du coup, la question se pose pour moi, celle du handicap moteur. Moi, je peux très bien marcher, ça pose pas de problème, mais sur un vélo, je peux pas monter. Et au bout de 5 minutes, c'est pas gérable. Et les transports en commun. Bon, même s'il y a un petit peu de train là, dans Les mains vides. Mais les transports en commun, on va dire, entre les communautés, compagnies, voilà, ça, il y avait pas. Ou en tout cas, c'est pas évoqué très visiblement. Donc voilà. Mais moi, je voulais juste répondre que dans Bike Punk, en fait, la catastrophe a rendu beaucoup de gens aveugles, et donc le handicap que je traite particulièrement, c'est les malvoyants. Et je suis très conscient justement de cette problématique
de tous les handicaps. Et donc moi, la solution que j'ai trouvée pour ceux qui sont à vélo, c'est la coopération avec des remorques pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à vélo. Mais globalement, effectivement, c'est la coopération qui va sauver et de se rendre compte que les personnes qui ne savent pas faire du vélo apportent bien d'autres choses à la communauté. Et donc là, sans spoiler, je peux dire que par exemple, il y a une communauté de cyclistes, ben, le chef est un aveugle qui ne sait pas faire de vélo, lui. Mais c'est lui, la tête pensante, parce qu'il apporte vraiment autre chose. Et l'histoire explique pourquoi. Oui, dans Les Mains Vides, mon personnage est valide, donc elle fait du vélo sans problème, mais c'est des sociétés qui sont basées sur le soin apporté les uns aux autres. Et effectivement, donc à un moment, il y a un train. Je mentionne quelques véhicules que j'appelle des camelecs, que j'imagine des sortes de camionnettes électriques qui sont pas très nombreuses, mais bon, qui sont là et qui sont un peu faites aussi pour permettre de transporter des gens véhiculer des gens qui peuvent pas se véhiculer autrement. On peut, je les ai pas décrits, mais dans cet univers, j'imagine très bien effectivement des charrettes, des remorques, tout un tas de moyens de transport low-tech appropriables et qu'on peut rattacher à des vélos ou à autre chose pour suivant les besoins. Mais globalement, c'est une très bonne question parce que le validisme dans l'imaginaire, c'est comme l'occidentalisme, c'est un biais terrible qu'on se doit d'adresser en tant qu'écrivain. C'est vrai. Je suis très contente qu'il y ait une question sur ça parce que j'en avais préparé une et j'avais pas le temps, donc je suis très contente. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Bonjour. Merci pour la qualité de tous ces échanges et de tous ces petits motifs d'espérance que vous distillez. Moi, il y a quelque chose, le festival Hypermonde, j'aime beaucoup, que met en relation le monde de la recherche et le monde des auteurs. Mais il manque, et là on revient sur la question de l'applicabilité de vos solutions, la mise en œuvre politique. Et j'aimerais savoir, vous trois, dans vos parcours, est-ce que vous êtes... vous voyez des moyens de se rapprocher à différentes échelles, chez vous peut-être, de personnalités politiques qui seraient intéressées pour mettre en œuvre petit à petit ces solutions-là. Moi, je viens de le dire il n'y a pas longtemps, le ministère du Futur, qui est intéressant sur ce sujet. Je suis en train de finir par Est pour tous. Moi, ce qui me passionne en ce moment, c'est comme vous avez dit, il y a toutes les solutions qui sont là. Mais maintenant, c'est quoi le dernier moment le dernier move à mettre en œuvre, quoi. Ah, ma passion. Par exemple, moi, là où j'habite, il y a un réseau de 3 épiceries autogérées qui assurent la distribution du coup d'alimentation pour 1 millier de personnes à peu près. Voilà, on n'a pas de patron, pas de salariés. On fait les commandes, on met en place, on se sert, on paye. Bon voilà, pas de patron, pas de salariés. Et ça, c'est un modèle qui peut être dupliqué pour à peu près tout, je pense. Voilà, la réparation de vélos, le voyage, les transports en commun. Enfin, il y a une association dans le Massif central qui gère un train. Voilà, des bénévoles. Mais ils réparent, ils entretiennent, ils font rouler. Pas besoin de patron, pas besoin de salariés, pas besoin d'élus qui vous dit quoi faire. Et après, moi, je viens un peu du municipalisme libertaire où j'ai participé en 2020 à la campagne à Montpellier d'un mouvement qui voulait prendre la mairie de Montpellier pour essayer d'instaurer justement un changement politique. Voilà, en 2026, on va réélire les conseils municipaux de 36 000 communes. On peut encore déposer des listes et on peut encore essayer d'avoir des mairies pour changer autant que possible ce qu'on peut faire localement, quoi. On travaillera avec le collectif. Mais même avant ça, je pense que l'imaginaire est vraiment important parce que moi, ce que j'ai entendu de lecteurs, c'est dire ça fait du bien. Et ils m'ont dit, on s'était pas rendu compte, par exemple, que dans tous les Mad Max ou même dans les films de zombies, les gens cherchent de l'essence pour mettre dans leur bagnole et faire le zombie et qu'il n'y a jamais de vélo. Pourquoi ? Et il me dit, mais dans les Mad Max, il n'y a jamais de vélo. Parce que c'est pas dans l'imaginaire américain, par exemple. Et on est bercé par Hollywood et que l'imaginaire américain, même marcher pour aller 2 blocs plus loin, c'est juste pas possible parce qu'il faut traverser une autoroute de 18 bandes. Et donc, on prend la voiture. Moi, j'avais le coup à San Francisco. On prend le taxi pour aller au magasin d'en face, qui est de l'autre côté de la route. Et donc, c'est pas dans l'imaginaire américain. Et l'imaginaire américain s'impose chez nous. Et donc, il y a d'abord une lutte pour reconquérir notre imaginaire. Et c'est avant de dire les solutions, il faut dire on peut penser les choses autrement.
Et ça, c'est la grosse attaque de Thatcher qui disait there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. De dire le capitalisme, il essaye de nous faire dire il n'y a pas d'alternative. Et la force du capitalisme, on dit, c'est qu'il a été tellement fort que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et donc, qu'est-ce que c'est le rôle pour aujourd'hui le plus important, même avant les actions, c'est de publier, de raconter des histoires qui racontent autre chose aux gens pour que petit à petit ça se berce l'imaginaire et pour changer la normalité. I'll give the last word to Francesco. Yeah, my best example and the person I would turn to is an Indian personality called Gandhi. He a great walker, and he put his body and his example to make the only revolution that was without. There were people killed, but it was a way to give independence to India without a war. Even though, of course, it was there was a lot of sacrifices to be paid in terms of victims. I think that we need examples like this, very high, maybe very utopian or idealistic. There's very few people like that, but that's the kind of personalities we have to turn to in very bad times that we live. And he was an example, and I think that thing inspired a non-Western view of solving problems, and that's something we really need in this very harsh time that we live. Je traduis peut-être rapidement, je pense que vous avez compris le sens, tout le monde aura reconnu le mot Gandhi. Donc lui, il se tournerait vers Gandhi, cette grande personnalité qui a donc peut-être obtenu des résultats sans jamais céder à la violence. C'est un grand marcheur aussi. Il a mis son corps en mouvement pour mettre la société en mouvement. Et puis surtout, c'est un exemple non européen. Et c'est ça dont on a le plus besoin, de sortir un peu de nos modèles ou de nos repères toujours européano-centrés, ou on va dire occidentalo-centrés, et qu'il y a beaucoup de modèles à aller rechercher aussi dans d'autres cultures. Voilà, sur cette invitation, les auteurs vont être en dédicace juste après la table ronde, donc c'est ma façon de vous rappeler que vous êtes en dédicace maintenant, chers amis. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et bonne fin de festival.